répondu à l'invitation du groupe Initiative Afrique et au nom de WATI, le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest tel qu'on le définit, j'aimerais aussi vous remercier et dire le plaisir que j'ai d'être avec vous et de participer à cette rencontre avec une grande majorité de jeunes, justement. Et je pense que la question que je vais aborder ce matin, évidemment, est particulièrement importante pour la jeunesse du Sénégal, mais la jeunesse ouest-africaine de manière générale et peut-être même au-delà, la jeunesse africaine. Alors malheureusement, comme cela vient d'être dit par Pascal, j'ai malheureusement un rendez-vous à 13h un peu loin d'ici, et donc je vais devoir partir sans répondre aux questions, ce qui est toujours un peu dommage. Donc je vais essayer d'anticiper des questions et donc de dire tout ce que j'ai à dire là tout de suite dans cette petite présentation. Alors, j'étais au forum sur la paix et la sécurité ces 2 derniers jours à Diamniadio et je présidais un atelier qui portait sur la même question, c'était jeunesse et éducation. Et au fond, je vais reprendre essentiellement les points que j'ai également évoqués lors de cette rencontre au forum de Dakar et commencer par une observation. Je pense que j'en ferai 6. La première, c'est celle qui consiste à dire que la question de l'éducation, pour moi, elle n'est pas périphérique, elle n'est pas parallèle, elle n'est pas accessoire. Ce n'est pas une seconde ou une troisième priorité, c'est la priorité centrale pour tous les pays de la région et au-delà. Et j'ai dit la même chose lors d'un forum qui portait sur la sécurité dans une région où, comme vous le savez, il y a effectivement énormément de crises politiques et sécuritaires. Et donc, évidemment, on a toujours le sentiment que l'absolue priorité, c'est la sécurité. Oui, c'est la sécurité, mais en répondant aux menaces sécuritaires aujourd'hui, si cela se fait par un sacrifice de l'investissement continu, permanent dans l'éducation, dans un sens le plus large de ce terme d'éducation, cela veut dire qu'on est en train de créer les conditions pour d'autres crises. Parce que j'estime que les crises que nous avons dans la région, et en particulier aujourd'hui, par exemple, dans le Sahel, sont avant tout des crises de la non-construction ou de l'inaboutissement de la construction des États dans la région. Des crises des politiques publiques qui n'ont pas été mises en œuvre, qui n'ont pas été bien mises en œuvre ou qui n'ont pas été mises en œuvre du tout. Et je donnais l'exemple hier de Boko Haram. Tout le monde sait l'aspect monstrueux de la violence de Boko Haram dans la région, au-delà du Nigeria d'ailleurs. Et ce que j'expliquais, c'est que si on revenait dans les années 90, au fond, dans les années où le fondateur de Boko Haram grandissait, puisqu'il est né à la fin des années 70, et donc il était adolescent dans les années 80, et c'est dans la décennie 90 qu'il a pris de l'ampleur et qu'il a pu avoir derrière lui des milliers de jeunes au nord du Nigeria. S'il a pu le faire, il faut se poser la question de ce que les dirigeants de ce pays faisaient à ce moment-là. À ce moment-là, la plupart étaient plutôt occupés essentiellement à profiter des avantages du pouvoir et à ne pas investir, notamment dans des politiques publiques, dans les politiques de santé et d'éducation dans le nord du Nigeria. Les statistiques sont extrêmement claires. La différence entre les statistiques de mortalité, par exemple maternelle, dans le nord-est du Nigeria et dans le sud-ouest du Nigeria, c'est de l'ordre de 500 à 800%, la différence. C'est-à-dire on n'est pas dans le cadre d'inégalité normale, on est dans le cadre d'inégalité extrême. Et ça, c'est le résultat de l'absence de politique publique, d'une volonté d'État et de dirigeants à prendre leurs responsabilités pour corriger des inégalités majeures, qui sont des inégalités de chance. Et donc ça, c'était vraiment juste pour illustrer en quoi la question de l'éducation, à nouveau, elle est centrale. Parce que l'éducation, c'est l'épine dorsale de toute société humaine. C'est ce qui permet de donner des valeurs à la société, c'est ce qui organise la transmission des valeurs d'une génération à l'autre. C'est ce qui organise la collecte et la transmission des savoirs d'une génération à l'autre. C'est ce qui permet de questionner ces savoirs, ces connaissances. Parce que ce qui fait avancer la science, c'est le questionnement permanent.
Et c'est par l'éducation, par la recherche, qu'on ne peut pas isoler de l'éducation, qu'on arrive à faire des progrès de manière continue dans toutes les sociétés humaines. Donc l'éducation, c'est ce qui forge les têtes et les mains pour avoir des populations qui sont capables de se donner elles-mêmes leur propre avenir et qui se donnent une palette de choix dans leurs options de vie. Dans la situation actuelle de la région, et je pense que ce point est aussi important parce que le deuxième exemple que je donnais hier, c'est celui du Mali et en particulier de la question dite Touareg, qui est en partie l'un des éléments, disons, constitutifs de la crise actuelle au Mali. Et là encore, si on se posait la question, la première rébellion Touareg au Mali, elle est intervenue en 1962. Il y en a eu 4 depuis. Si on s'interrogeait sur les politiques éducatives qui auraient pu être mises en place dès les années 60 et 70 pour intégrer dans le corpus de l'éducation l'apprentissage de l'autre, l'apprentissage interculturel, que toutes les communautés se connaissent mieux et que les différentes communautés se respectent et donnent de la valeur à la diversité ethnoculturelle. Par l'éducation, on aurait absolument pu transformer les mentalités et faire en sorte que d'une génération à l'autre, de Touareg par exemple, on ne transmette pas les frustrations. Ou en tout cas qu'on diminue l'intensité des frustrations qui, on le sait, existaient déjà depuis la constitution de l'État malien dans ses frontières actuelles, parce que déjà à ce moment-là, dans les régions de Kidal par exemple, il y avait une sorte de résistance claire au fait d'être dans un État qui serait commandé depuis Bamako, très loin de là. Ça, c'est simplement pour montrer à nouveau en quoi et pourquoi l'éducation est l'arme la plus fondamentale pour changer la société. La deuxième observation que j'avais faite également hier, c'est le défi du nombre. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons réaliser que la jeunesse de la population dans tous les pays de la région, dans tous les pays du continent, combinée aux tendances démographiques de la région et du continent, cela veut dire qu'on a déjà aujourd'hui des millions de jeunes et des millions d'enfants qui sont tout petits maintenant, mais qui seront des adolescents dans quelques années. Ça va très vite, comme vous le savez, nous vieillissons tous très vite. Nous avons déjà énormément de jeunes, d'enfants à qui on n'arrive pas à donner l'éducation de base. Et nous avons déjà des jeunes, des étudiants, qui ne sont plus des enfants, qui ont besoin d'emploi et à qui on n'arrive pas à trouver d'emploi et de perspectives d'emploi décents. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Lorsqu'on combine la situation aujourd'hui, à nouveau avec les tendances démographiques, certains pays de la région vont doubler de population dans les 3 prochaines décennies, doubler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le défi auquel on fait face, il est extraordinaire. Il y a un caractère absolument extraordinaire à ce défi-là. Et la conséquence, c'est que cela veut dire qu'on aura à faire des choix très difficiles. Et qu'on doit faire des choix très difficiles dès maintenant. L'une des interrogations, c'est comment combiner, disons, l'obligation de donner l'éducation de base à tous les enfants des pays de la région, autant que faire se peut, et en même temps s'assurer qu'on leur donne vraiment de l'éducation. C'est-à-dire que s'assurer qu'on met des enfants à l'école et qu'ils apprennent quelque chose à l'école. Donc le défi que je dirais, le défi de la quantité, d'une certaine manière, gérer la quantité, des millions d'enfants qui arrivent tous les ans qu'il faut scolariser, et gérer en même temps le défi de la qualité de l'éducation. Alors je parle de l'éducation à l'intérieur, bien sûr, vous avez l'enseignement, l'éducation classique dans les écoles et tout, mais mon propos, quand je parle d'éducation, il est extrêmement général, il inclut toutes les formes d'éducation. Parce que je pense qu'il faut penser justement l'éducation en intégrant toutes les formes d'éducation qui peuvent être adaptées, par exemple, à ceux qui ne vont pas nécessairement passer des années et des années dans le cadre de l'enseignement général que l'on connaît dans nos pays. Ce défi du nombre implique un effort massif budgétaire, parce que lorsqu'on parle de toutes les priorités, quand on dit que quelque chose a une priorité, cela doit se voir dans les chiffres, cela doit se voir dans l'allocation des budgets dans ce secteur-là.
Mais il ne suffit pas de dire, voilà, on a mis 20% ou 40% dans l'éducation. Beaucoup de pays ou certains pays de la région font des efforts extraordinaires de ce point de vue-là. Le Sénégal en fait partie. Mais la question, c'est aussi d'aller regarder ensuite à l'intérieur de ces 40%, de ces 20%, qu'est-ce qui guide l'allocation des ressources dans l'éducation? Est-ce qu'on met ce qu'il faut dans la formation des enseignants? Est-ce qu'on met ce qu'il faut dans le matériel pédagogique? Est-ce qu'on met ce qu'il faut dans le travail de révision des curricula? Est-ce qu'on met ce qu'il faut dans la gestion, disons, de la diversité des besoins éducatifs sur un territoire donné? Est-ce qu'on met ce qu'il faut dans une approche inclusive où on essaye d'embarquer toute la société dans une réflexion permanente sur l'amélioration du système éducatif? Donc c'est que lorsqu'on rentre dans ces détails, je crois qu'on peut réellement faire des progrès et montrer qu'une société a vraiment compris ce que c'est que de donner la priorité à l'éducation. Le défi du nombre, c'est également, à mon avis, l'obligation d'avoir une approche extrêmement pragmatique. Nous avons à nouveau un défi qui est extraordinaire. Nous avons des pays qui ont des moyens limités. Il n'y a pas de miracle du point de vue de l'économie. Il n'y a malheureusement jamais de miracle. Le Sénégal ne va pas devenir tout d'un coup, même si on a découvert du pétrole et du gaz, le Sénégal ne va pas en une année ou en 2 années ou en 5 années avoir le PIB de la France ou de la Norvège. C'est impossible. Et c'est vrai pour tous les pays de la région. Donc en économie, il y a malheureusement des évolutions qui sont très lentes. Et donc, le pragmatisme, ça veut dire, à mon sens, imaginer des solutions extrêmement pratiques, imaginer des solutions les moins coûteuses dans le secteur éducatif pour s'assurer que malgré les contraintes très fortes matérielles, financières dans nos États, dans nos pays, on puisse malgré tout donner une chance à tous les enfants. Ça veut dire être extrêmement créatif. Ça veut dire utiliser tous les moyens qu'on peut imaginer, par exemple la radio, tous les moyens qu'on peut imaginer pour qu'un minimum de savoir, un minimum de valeurs, de principes soit transmis à la majorité des enfants dans chacun des pays de la région. Cette créativité-là, personne ne peut le faire à notre place. Et ça, c'est aussi, pour moi, un point important. Je pense qu'il est important dans un secteur comme l'éducation d'affirmer le besoin d'autonomie dans les choix fondamentaux que nous faisons sur l'orientation de nos systèmes. Parce qu'un des problèmes que nous avons, c'est qu'on est constamment en train de changer de mode. On est constamment, parce qu'on recherche notamment des financements extérieurs, parfois en train de donner des nouvelles orientations à nos systèmes éducatifs tous les 5 ans, alors qu'un système éducatif, il doit être stable et il ne peut produire des résultats que dans la durée. Il faut bien sûr que nous gardions la flexibilité pour réexaminer en permanence nos options, mais je crois qu'il faut absolument être autonome dans la projection que nous faisons de nos systèmes éducatifs, qui doit être en cohérence avec la projection que nous faisons de nos sociétés. La vision de l'éducation doit viser à la transformation structurelle de nos sociétés. Transformation politique, transformation sociale, transformation économique. C'est une fois qu'on a cette vision-là qu'on peut notamment déduire ce que nous devons mettre en place comme système éducatif. La troisième observation, qui est la suite de ce que je viens de dire, c'est la nécessaire refocalisation sur les contenus des programmes éducatifs, c'est-à-dire sur l'aspect qualitatif. Il ne s'agit pas simplement de dire on met des enfants à l'école, il s'agit de dire on les met à l'école pourquoi? Est-ce qu'ils reçoivent vraiment des savoirs? Est-ce qu'ils reçoivent vraiment des valeurs sur lesquelles on veut bâtir nos sociétés? Est-ce que les enseignants sont vraiment présents pour transmettre ces valeurs? Donc se poser la question des contenus. Est-ce qu'ils sont adaptés à nos réalités? Est-ce qu'ils sont adaptés aux sociétés que nous voulons pour le futur? Parce que l'éducation, c'est d'avoir une préparation pour le futur. Et à mon avis, pour ça, il faut revenir aux fondamentaux. Aux fondamentaux, finalement, de l'éducation. À quoi ça sert? Il y en a 4 piliers, je pense, qu'on peut retenir pour l'éducation. L'éducation, c'est apprendre des savoirs. Donc, c'est le plus évident. On apprend des connaissances, etc. C'est aussi apprendre à faire. C'est apprendre notamment des compétences techniques
évidemment, tout le volet enseignement technique et professionnel, c'est très clairement pour apprendre à faire des choses. Mais ce n'est pas seulement l'enseignement technique et professionnel qui apprend à faire. C'est l'ensemble, normalement, des programmes d'éducation doit aussi avoir cette ambition d'apprendre aux jeunes, aux enfants, à faire des choses. Troisième pilier, apprendre à être. L'éducation, c'est aussi le moyen le plus puissant pour forger une personnalité, pour que, notamment, les enfants et les jeunes puissent avoir une estime de soi-même. Donc l'éducation, d'une certaine manière, perçue comme le moyen le plus puissant pour se créer une personnalité et se donner des chances dans la vie. Et le quatrième pilier, qui n'est pas le moins important, c'est apprendre à vivre ensemble. L'éducation, c'est aussi un moyen d'entretenir la cohésion dans une société. Et quand on se situe dans le cadre d'un État, ça doit être un moyen de cultiver une cohésion nationale. Et donc ces 4 piliers, je crois que si on revient à ces 4 piliers, il faut qu'on réussisse maintenant à les décliner concrètement dans les programmes éducatifs que nous mettons en place à tous les niveaux, de la maternelle au supérieur. Et qu'on organise effectivement nos systèmes en fonction de ces piliers-là. Revenir aux fondamentaux, c'est aussi admettre que par rapport au défi du nombre que nous avons, on ne pourra pas, et ça ne fait pas nécessairement du sens de penser que le progrès, c'est nécessairement d'avoir 80% d'une cohorte donnée qui a le bac, par exemple. Ce n'est pas ça l'indicateur de la qualité d'un système éducatif. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un système qui réponde, qui détecte chez tous les enfants leurs spécificités, leurs capacités, leurs talents. Et ça, très tôt. Et ça permet d'orienter effectivement les enfants dans des filières données et de donner toute cette variété de choix aux enfants. Et il faut vraiment qu'on arrête effectivement de dévaloriser un certain nombre d'orientations par rapport à d'autres. Et je crois que ça, c'est, à mon avis, une révolution éducative qui est absolument nécessaire pour les pays de la région et peut-être encore davantage pour les pays francophones qui ont vraiment, effectivement, eu pendant très longtemps cette tradition de faire une distinction très claire entre ce qui doit être valorisé et ce qui ne l'est pas. L'intégration régionale, et ça c'est mon 4e point. Parce qu'au fond, le thème c'est quand même jeunesse et intégration régionale. Premier point, pourquoi c'est important? C'est important l'intégration régionale pour la paix. Je crois que le panel précédent l'a montré très clairement. Mais il faut peut-être le redire. L'intégration régionale, c'est ce qui va nous permettre de continuer à gérer les crises dans la région, de limiter en tout cas les dégâts des crises dans la région. Si au Sénégal, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au Mali ou en Guinée-Bissau, les conséquences, évidemment, peuvent être très fortes pour le Sénégal. Et c'est vrai pour tous les pays de la région. Ça veut dire que maintenir la paix dans la région passe nécessairement par des progrès continus dans l'intégration régionale. Il faut que, au niveau des jeunes en particulier, que les jeunes s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe dans les pays voisins et à ce qui se passe dans l'ensemble de la région. Même au niveau des élites, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc il y a énormément de travail à faire pour qu'on comprenne dans chacun des pays d'Afrique de l'Ouest que ce qui se passe dans un autre pays est extrêmement important pour nous, ou le sera dans le futur. Et que ce sera trop tard quand on se rendra compte qu'on a négligé une crise dans un pays de la région et que cette crise nous contamine. Et ça ne veut pas dire juste la proximité. Je dis souvent que penser l'avenir de l'Afrique de l'Ouest sans penser l'avenir du Nigeria, par exemple, c'est une énorme absurdité. Le Nigeria, c'est la moitié de la population de la région. Ça va être la 3e puissance démographique au monde dans quelques décennies. L'avenir du Nigeria conditionne largement l'avenir de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc ça veut dire, pour les autres pays, essayer de comprendre le Nigeria, de comprendre ses perspectives, etc. Et là encore, l'éducation est évidemment fondamentale parce que c'est par l'éducation, là aussi, dans les contenus éducatifs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met pour encourager cet intérêt des uns pour les autres? Qu'est-ce qu'on met pour qu'au Sénégal, on s'intéresse vraiment, pas juste de manière superficielle, à ce qui se passe dans les pays voisins? On peut le faire, c'est là encore le moyen le plus puissant par lequel on peut encourager l'intégration régionale des peuples, puisque le slogan de la CEDEAO, c'est l'intégration par les peuples. Le moyen le plus puissant, à mon avis, c'est encore l'éducation.
Et je devais terminer initialement en vous projetant quelques pistes d'action sur lesquelles nous avons travaillé au niveau de Wati, mais on n'a pas la capacité de projeter donc un PowerPoint. Mais vous pourrez aller voir des pistes d'action relativement précises que nous avons développées sur le thème de l'éducation, mais aussi sur le thème de la promotion de l'emploi des jeunes en Afrique de l'Ouest, et avec des éléments d'intégration régionale. Mais je vais juste peut-être en souligner 2 ou 3, qui, disons, peut-être vous concernent plus directement. C'est la question du lien entre l'éducation et l'emploi et le fait de dire, est-ce qu'on a aujourd'hui dans toutes les universités du Sénégal et dans tous les instituts de formation, est-ce qu'on a vraiment de véritables services d'orientation? Des services qui sont dotés de personnel compétent, capable réellement d'informer les étudiants, d'informer les jeunes sur les opportunités d'emploi dans leur pays, mais aussi dans la région. Parce que l'intégration régionale permet la mobilité. C'est ce qui permet à un pays qui est en difficulté, finalement, d'avoir ces hommes et ces femmes qui sont capables d'aller chercher du travail chez le pays voisin. On est dans une région qui, heureusement, permet cette mobilité des personnes. Et ça doit être aussi, ça peut être de manière très concrète intégré dans la manière dont fonctionnent nos institutions de formation. Ça, c'est l'une des pistes. Pour améliorer l'employabilité des jeunes, il y a des choses très concrètes, pas extrêmement coûteuses, qu'on peut faire. Mais il faut aussi que ce soit les jeunes qui le demandent. S'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de pression, il y a très peu de chances pour que des gouvernements bougent aussi rapidement qu'il faudrait qu'ils bougent. Donc c'est aussi un encouragement à ce que les jeunes soient beaucoup plus exigeants. Mais pour qu'ils puissent être plus exigeants, il faut aussi qu'ils aillent vers l'information, qu'ils aillent vers l'analyse et qu'ils recherchent des connaissances. Et notamment, ce qu'on essaie de faire au niveau de Wati, c'est ça, c'est de mettre des connaissances à la disposition de tout le monde. Le site internet est ouvert à tout le monde. Et c'est absolument indispensable que les jeunes de la région soient plus curieux et soient capables de se nourrir eux-mêmes de ces connaissances pour nourrir leurs revendications. Pour qu'on proteste, mais on proteste avec des propositions précises d'action au niveau des politiques publiques. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai été long et je dois aussi, comme je l'ai dit, malheureusement partir assez rapidement. Mais je remercie à nouveau le groupe Initiative Afrique, auquel s'associe Wati, pour cette opportunité de partager ces quelques idées. Merci beaucoup. Excellent. Témoignage, une expérience, mais ça nous donnera l'occasion de venir un petit peu après les grandes idées de forum, de venir un petit peu sur le terrain. Je fais part d'une expérience qui touche la jeunesse. On peut s'étonner qu'un militaire, comme je l'ai été, expert de la sécurité, s'intéresse à la jeunesse au titre de la sécurité. On ne met pas longtemps à comprendre, quand on a fait le constat qu'a souligné tout à l'heure le général Cissé, que la sécurité, elle est globale. Et il se trouve que j'ai été mis au défi par un président africain de Madagascar de participer à la sécurité de ce pays au travers de l'intérêt qu'on pouvait porter à la jeunesse. Finalement, si la jeunesse est bien insérée, on a beaucoup plus de paix sociale, donc on y gagne en sécurité. Et donc à partir de cette réflexion, il n'était pas anormal finalement que des experts de la sécurité, s'ils étaient dotés de moyens et de possibilités de coordination, s'intéressent à l'insertion de la jeunesse. Le président de Madagascar, le président Ravaloman, m'a demandé un jour, m'a dit, je sens que dans mon armée, j'ai des effectifs qui sont disponibles pour faire des choses un peu concrètes. La jeunesse, elle quitte les rizières et elle s'accumule en ville. On a très peu de systèmes de formation et finalement, elle est dans une désespérance qui m'émeut et ça risque de jouer sur la paix sociale. Et si un jour vous avez une bonne idée autour de ça, parlez-m'en. Il se trouve que j'étais à ce moment-là à La Réunion, je commandais les forces françaises dans l'océan Indien et dans chaque département d'outre-mer, il y en a deux. Il y en a un à La Réunion et il y en a un à Mayotte. Il se trouve qu'on a une initiative particulière menée par la Défense qui s'appelle le service militaire adapté. On propose à des jeunes qui sont en situation d'échec dans leurs études, une espèce de deuxième chance, à une condition, c'est qu'ils le fassent dans des conditions qu'ils acceptent librement,
qui sont un peu particulières. C'est un service militaire, alors qu'il n'est pas du tout, en fait, ils ne voient pas du tout d'armes, ils n'apprennent pas du tout ça. Ils acceptent de réacquérir une formation de leur choix, à condition de le faire dans une expérience qui dure 1 an, et dans un milieu de rigueur et de discipline. C'est tout ce qu'il y a de militaire, étant entendu que la formation professionnelle, elle, est dispensée par les experts civils, bien évidemment, du domaine. Et on s'aperçoit, enfin, moi je me suis aperçu que les résultats de ces 2 régiments étaient absolument exceptionnels en termes d'intégration des jeunes dans la société. 85% des jeunes formés par le service militaire adapté, qui travaillaient dans les entreprises, 85% mesurés 2 ans après la sortie du service militaire adapté, sont encore insérés dans les entreprises. Et donc, pour eux, ça veut dire que c'est gagné. Or, au départ, c'est la jeunesse la plus difficile, puisque c'est celle qui est en situation d'échec. Et donc, j'ai interviewé des chefs d'entreprise pour leur dire, mais je ne comprends pas, ça semble être la population finalement la plus stable chez vous. Et tous m'ont dit la chose suivante. Nous, c'est simple. Quand on a un poste à pourvoir, on fait un appel à candidature, et puis on fait 2 piles. La pile des gens formés par le SMA et la pile des autres. La pile des autres, on commence par la mettre de côté, et j'en prends la pile du SMA. Pourquoi ? Parce que tous les jeunes vont arriver à l'heure. Ils vont tous nous saluer. On sait qu'ils sont bien formés. Ils ont envie de travailler. On n'a aucun problème de discipline. Aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Et donc, je me suis rendu compte, au travers de cette expérience, que ce que pouvait amener finalement le ministère de la Défense, enfin, ou le côté militaire à la jeunesse, cette espèce de rigueur et de discipline dans une expérience de ce type, pouvait être quelque chose d'extrêmement positif. Et donc, j'ai malgachisé cette idée, après l'avoir représentée au président Ravaloman, et il l'a accepté, bien sûr, d'enthousiasme, et on a commencé à le faire. Et à la grande surprise de tout le monde, et notamment de la communauté internationale, enfin de l'Union européenne, ONU, etc., ça a marché. Et donc, on a essayé de réfléchir à savoir pourquoi est-ce que ça marchait. Ça marchait pourquoi ? Donc je vous dis, hein, le parcours du jeune, c'est quoi ? C'est 1 an de service civique. Ça commence par une formation civique et citoyenne. Pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce que je représente dans la société ? Quels sont les fondements du comportement citoyen ? Où là, on s'accroche à la motivation. On va travailler sur la motivation du jeune pour lui faire prendre en compte d'abord ce qu'il est dans la société, son importance dans la société, le fait que la société l'attende, et puis surtout, ça va le motiver sur ce qu'il va faire après, la formation professionnelle. Ensuite, une formation professionnelle. Ensuite, un stage d'apprentissage qui sert en même temps de cohésion sociale, et j'y reviendrai. Et enfin, une aide à l'insertion. Et on termine par un suivi de l'insertion qui se fait pendant 1 an après la sortie du jeune. Pourquoi ça marche ? D'abord parce qu'il y a une formation civique et citoyenne. Et on s'aperçoit que quand on travaille dans ce type de programme, d'abord à faire réfléchir les jeunes sur ce qu'ils sont, quel que soit le niveau, parce que ce type de service militaire prend tous les niveaux, y compris les analphabètes, ça s'adresse à toute la société. C'est un peu ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est le savoir-être et c'est le savoir vivre ensemble qu'on travaille à ce moment-là. Ensuite, 7 minutes, hein. Pardon, oui. Ensuite, rigueur et discipline. Pendant 1 an, quand vous mettez des jeunes dans un système de rigueur et de discipline, ils prennent des plis qui ne quitteront plus. Après, ils comprennent pourquoi. D'abord, cette rigueur et cette discipline est librement acceptée, et ils gardent ça tout le reste de leur vie. Ensuite, la 3e raison pour laquelle ça marche, c'est parce que c'est un programme d'insertion et non pas de formation. Et quand vous dites insertion, vous allez beaucoup plus loin que la formation. Vous comprenez la formation. Quand vous parlez d'insertion, il y a formation sociale, enfin, civique et citoyenne, formation professionnelle, et puis après vous allez plus loin puisque vous aidez à insérer. Et on s'est aperçu que ces programmes ne marchent que quand on fait de l'insertion socio-professionnelle, insertion sociale d'une part, insertion professionnelle. Très souvent, quand on s'occupe de la formation des jeunes, on ne pense qu'à la formation professionnelle. Moi, je me suis aperçu au travers du DDR ivoirien en Côte d'Ivoire que la formation sociale, l'insertion sociale était aussi importante que l'insertion professionnelle. En clair, un jeune qui connaît parfaitement bien son métier, s'il n'est pas bien au village, il ne reste pas. Et son insertion ne se fait pas. Il faut travailler les deux, insertion sociale et insertion professionnelle.
Ensuite, la raison pour laquelle ça marche, c'est que l'insertion professionnelle, on l'a fait sur les petits métiers. Pardon, je vais être un petit peu long, mais je pense que c'est extrêmement important à étudier parce que c'est vraiment une réalité africaine, moi, que je rencontre au travers de toutes les expériences que je fais. J'ai appris en Côte d'Ivoire, au travers du DDR, on avait une équation infernale à remplir. 74 000 ex-combattants à insérer en moins de 3 ans. Ça, c'est une des données du problème. La deuxième donnée, c'est en Côte d'Ivoire, 82% de l'activité économique, ce sont les métiers de l'informel, les petits métiers qui sont sur le bord de la route. C'est les petits métiers qui ne sont pas reconnus par l'État. Et ça représente 82% de l'activité économique du pays. En Centrafrique, c'est 98%. Je ne sais pas pour le Sénégal, mais on me l'a dit à peu près. 70% à peu près. Oui, 70%, me dit-on. Voilà. Et donc on s'est dit, on sait aussi que l'informel, le problème de l'informel, c'est que c'est un statut extrêmement précaire et que ceux qui pratiquent l'informel passent très vite de la précarité à la misère absolue dès qu'il y a une grosse dépense dans la famille. Et donc on avait affaire à réintégrer 74 000 ex-combattants en moins de 3 ans. On avait d'autre part ces activités d'informel, 82%, donc on sentait bien qu'on ne pourrait pas échapper à l'informel, et en même temps on ne peut pas mettre décemment des gens dans l'informel parce que vous les mettez dans un statut précaire. Et donc on a décidé de s'appuyer sur les réalités de l'activité économique du pays en protégeant, en sécurisant, en valorisant, en faisant reconnaître les activités de l'informel. Comment on a fait? D'abord, bancarisation des ex-combattants. Le parcours de l'ex-combattant, il dure 6 mois. Et pendant les 6 mois, il touche un pécule chaque mois. Tout de suite, on a bancarisé. Dès que les ex-combattants arrivaient chez nous, on les bancarisait. Et on assortissait cette bancarisation d'une pédagogie de gestion d'un compte. Avec ça, tu vas pouvoir économiser. À un moment, parce que tu as un projet, tu vas pouvoir investir, concentrer tes moyens. Et là, vous vous apercevez que des gens qui n'ont jamais réfléchi à ça, tout d'un coup, prennent le sentiment qu'ils vont pouvoir être un peu maîtres de leur destin économique ou professionnel. Le deuxième outil qu'on a mis en place, c'est une formation reconnue par le ministère concerné. Le conducteur de bus qu'on formait, reconnu par le ministère des Transports, avec un vrai diplôme, y compris ceux qui pensaient connaître bien leur métier, eh bien on leur faisait passer le diplôme et ils étaient reconnus par l'État. Le troisième, c'est que pour 1000 francs CFA par an, chaque activité, ces petites activités, était inscrite à la Chambre des métiers. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est la première connaissance que l'État a de ces activités de l'informel. Il a plus qu'une connaissance, il reçoit une taxe. Donc déjà, ça y est, ça veut dire que les bulldozers qui arrivent le matin pour chasser dans les trottoirs des activités illicites, il ne peut plus le faire parce que les activités sont licites et reconnues par l'État. En même temps, ça peut donner des idées. Je me rappelle qu'on a parlé de Bouaké tout à l'heure. J'ai dit au maire de Bouaké, à un moment, je lui ai dit, vous savez, on a 200 ex-combattants formés comme mécaniciens qui vont venir, ils sont originaires de chez vous, on va les réinstaller chez vous. Ils veulent se réinstaller chez vous. Et il m'a dit, mais attends, moi ça me donne des idées. J'ai des terrains disponibles à l'ouest de la ville, on va organiser le quartier des mécaniciens. Et je vais les aider à s'installer, et on va faire la voirie, etc. Et puis on saura maintenant à Bouaké qu'il y a le quartier des mécaniciens. Quand on a un problème de panne ou de pièces détachées à trouver, ben voilà, on a le quartier des mécaniciens. Le dernier outil qu'on a mis en place, c'est pour 1000 francs CFA par mois, ce qui n'est pas rien quand même. 1000 francs CFA par mois. Chaque ex-combattant était inscrit à l'assurance maladie universelle. 80% des dépenses de santé pour lui-même et sa famille sont prises en charge. Quand au départ vous avez une activité de l'informel et que vous mettez tous ces outils dont je vous parle, à l'arrivée c'est plus du tout pareil. Vous avez une activité génératrice de revenus qui permet de faire vivre dignement une famille, qui est sécurisée, qui est valorisée et qui est reconnue par l'État. Voilà. Et donc on a introduit ça dans ce qu'on appelle aujourd'hui le service civique d'aide à l'insertion. Je termine, excuse-moi. Ça marche. Pourquoi? Parce qu'on fait également de l'insertion sociale. L'apprentissage que l'on fait, les jeunes, dès qu'ils ont appris leur métier, on leur fait faire une première expérience au travers de la réalisation de chantiers d'intérêt communautaire. Et ça permet de montrer dans les villages ou dans les quartiers de la ville que les jeunes, ils ne sont pas aussi nuls qu'on veut bien le croire et qu'ils sont capables de se donner aussi pour une cause sociale. Et en même temps, ça les durcit dans leur métier. Voilà. Et puis enfin, ça marche. Pourquoi? Parce qu'on fait du suivi de l'insertion. Pendant 1 an, on suit les jeunes. Et on s'aperçoit que dans ce type de programme,
très souvent, c'est les 15 premiers jours qui sont fatals, j'allais dire. Si parfois on s'aperçoit qu'un petit complément de formation, qu'une petite réorientation permet de bien assurer l'insertion. Et si on ne le fait pas, on a une perte en ligne effroyable. Donc ça marche, mais ça marche seulement, et s'il y a aussi des contraintes, enfin qui sont impératives, c'est s'il y a une vraie volonté politique, signifiée au plus haut niveau de l'État, c'est si les financements sont là, parce que quand vous avez à financer, comme l'État prend en charge pendant 1 an tous ces jeunes, eh ben ça coûte pour les loger, pour les nourrir, pour les soigner, pour les transporter, pour les payer, puisqu'ils touchent un petit pécule, etc. Mais la chance, c'est que c'est éligible au financement extérieur, au financement des grands bailleurs de fonds, à condition que l'État arrive à les convaincre. Et je vous assure qu'à Madagascar, ça n'a pas été une mince affaire que de convaincre l'Union européenne d'y venir. Mais on a réussi à le faire, et pas que là. Et puis ça marche enfin si on s'accroche aux réalités du pays, aux réalités sécuritaires du pays, aux réalités politiques et aux réalités économiques du pays. Où est-ce qu'on en est avec ce programme ? Madagascar continue, même si l'Union européenne, enfin les bailleurs de fonds, ont suspendu leur aide à ce pays depuis la crise politique de 2009. Ça a été ouvert à Djibouti, ça a été ouvert en Guinée, Guinée-Conakry, au Togo, en Tunisie, au Tchad, sous des formes diverses. Actuellement, c'est à l'étude au Sénégal, dans votre pays. J'ai présenté ce programme au président Macky Sall l'année dernière. En Angola, au Zimbabwe, au Maroc, au Congo-Brazzaville, et l'Union africaine s'y intéresse bien évidemment. À la commission paix et sécurité, il y a une antenne du service civique qui a été ouverte par le commissaire paix et sécurité. Voilà. Donc je voulais vous faire ce témoignage pour vous dire que souvent on voit le verre à moitié vide. On peut aussi le voir à moitié plein. Et quand on a un peu de volonté, un peu d'enthousiasme, on arrive à faire des choses très très concrètes. Merci. Et je pense que ça, c'est quand même... alors bien sûr, comme vous dites, on voit le moitié à moitié vide, à moitié plein, mais le verre est tellement grand, et avec la démographie, donc je veux dire, il faut aller très vite. C'est vrai. Très fort. Bon, alors je vais passer à Elisabeth, le floor, comment ils disent les Anglais. Analyser dans les documents, puis je vous conseille vraiment d'aller sur le site web et puis de prendre le temps. On dirait que c'est dense au début, mais vous allez vraiment entrer dedans et vous allez ça va vous donner des idées. Mon idée ici, c'est d'essayer de vous donner des idées, vous poser des questions pour que vous réfléchissiez, puis que peut-être vous puissiez nous donner des réponses aussi. Et aussi pour réveiller un peu, je ne dis pas que c'est pas là et que c'est endormi, mais pour réveiller les leaders qui sont là, qui peut-être s'ignorent, peut-être qui se connaissent, pour que vraiment vous preniez la balle et puis que les gens, que vous vous engagiez. En fait, tout le monde doit s'engager à un certain niveau, mais il y a aussi des gens dont le caractère est de vraiment démarrer des choses, initier des choses. Donc, en fait, les résultats de nos conférences démontrent que pour toutes les raisons que nous connaissons et qui ont été rappelées ici, puis qui vont l'être surtout aussi dans le prochain panel, il existe un énorme problème dans le rapport à l'État et à ses institutions qui, en principe, sont chargées de défendre l'intérêt général des citoyens. Et comme on le disait dans la vidéo, les jeunes, ils n'y croient pas. Ils n'y croient plus. Alors, nous notons aussi un manque de débat au niveau de l'État et aussi au sein de la société civile en ce moment sur les rapports qui existent entre l'État et les jeunes. C'est d'autant plus inquiétant, comme le disait Gilles, que si on considère l'essor démographique qui vit sur l'ensemble du continent, il y a beaucoup de statistiques, 200 millions de jeunes entre 18 et 24 ans déjà, qui seront 340 millions de jeunes dans une vingtaine d'années. Donc, c'est une situation alarmante. On a pensé longtemps que ce serait un atout. On n'est pas évidemment convaincu de ça en ce moment, tel que les choses sont. Quant à la désaffection des jeunes, comment passer du rejet de ces institutions-là à une citoyenneté épanouie et responsable, créatrice, engagée, active? Est-ce qu'il existe en ce moment des espaces de débat, de réflexion, de dialogue
initié par et pour les jeunes sur ces questions-là, sur la démographie, même sur les changements climatiques, tout. Donc, au sein des grains, les associations d'âge, dans les maisons des jeunes, qu'est-ce qui se passe dans les maisons des jeunes? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Il y a eu beaucoup d'investissements dans les maisons des jeunes. Et tout ça pour discuter entre pairs, entre vous, sans tabou, pour essayer de mieux comprendre et analyser. Et la famille aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que c'est pas nécessaire aussi de se pencher sur la famille qui est en pleine mutation en Afrique, partout d'ailleurs, sans tabou encore? Pourquoi pas un sommet ou les états généraux de la famille? Parce que c'est là aussi qui est la source de beaucoup de problèmes, de beaucoup d'idées, de perte un peu d'harmonie, si je peux dire. Aussi, il y a les réseaux, les associations réseaux. Il y a eu vraiment comme une mode au début des années 2000. Dans les années 2000, c'était beaucoup appuyé par les partenaires, des réseaux panafricains de jeunes et tout, qui étaient bien, mais ça s'est éteint évidemment parce que ça coûtait cher et tout. Est-ce que ces réseaux-là ont su s'adapter à l'ère numérique et à continuer, ou est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi se redynamiser sur des plateformes digitales, et ils peuvent se rencontrer même une fois par semaine, une fois par mois s'ils le veulent, et puis de temps en temps se voir physiquement, c'est sûr que ça aide. Mais il y a tout un renouveau aussi à ce niveau-là qui est possible. Pour revenir à la famille aussi, le traditionnel conflit des générations, ça c'est des thèmes à réfléchir, les effets de la polygamie sur la stabilité de la famille d'aujourd'hui. Est-ce que les parents s'occupent suffisamment de leurs enfants avec tout le stress qu'ils ont à vivre économiquement, etc. Et quel exemple est-ce qu'ils donnent aux enfants? Est-ce que les grands principes universels aussi, tels que le respect, l'acceptation de l'autre, l'écoute, dont parlait Gilles, la motivation, l'éthique, l'amour, ont leur place de choix au sein de la famille d'aujourd'hui? Donc, oser revisiter les relations parents-enfants, hommes-femmes, en valorisant l'écoute, le respect, l'acceptation de l'autre de façon réciproque. Voilà toutes les choses qui peuvent, à mon avis, édifier les uns et les autres. Même aussi la relation entre les grandes valeurs religieuses et la vie de tous les jours. Ce pont entre appliquer les grands principes religieux de charité, de solidarité, de paix, d'amour dans la vie de tous les jours. Il semble y avoir de temps en temps un gap par rapport à ça. Au niveau de l'éducation, au niveau de l'école, développer une éducation à la citoyenneté intéressante, qui intéresse et captive les esprits. Encourager les initiatives scolaires qui participent un peu comme le faisait le service civique, mais au bien commun. C'est motivant, c'est valorisant. Puis ça peut se faire dès le primaire, puis tout au long de la vie étudiante. Et aussi adapter le curriculum de manière à offrir une éducation à la citoyenneté responsable au sens large et transversal à toutes les matières. Donc, je ne peux pas m'éterniser sur beaucoup de points, mais à travers la culture, l'art, la musique, surtout si on parle d'intégration régionale, je vous recommande aussi d'aller voir dans nos publications, il y a des éléments très intéressants là-dessus. Et je vais peut-être m'attarder un peu plus sur la télévision, qui peut être une forme d'éducation, bien sûr, très intéressante, positive ou négative. Donc, une télévision nationale et pourquoi pas régionale peut jouer un grand rôle pour la transmission du savoir, de la culture, de la tradition et aussi la modernité. Une télévision pour les jeunes, adaptée, intéressante, humaine, il faut les toucher. Soucieuse d'inculquer des valeurs universelles et de promouvoir aussi une citoyenneté engagée, créatrice, à travers des modèles qui sont inspirés et inspirants. Tout ça, c'est possible, surtout qu'il y a du talent, il y a beaucoup de talent au niveau des jeunes en Afrique.
Et bon, les partenaires au développement aussi, notre expérience nous porte à réfléchir sur le rôle de la coopération internationale dans tout ça. Oui, j'ai fini. Qui se cherche aussi dans ses rapports avec la jeunesse. Ils cherchent des approches innovantes, susceptibles d'embarquer la jeunesse, l'appuyer dans le sens d'une citoyenneté responsable aussi. Donc, elle est vraiment à l'affût d'idées. Moi, c'est moi qui vous le dis. Donc, si dans vos discussions et dans vos réflexions, vous avez des idées, vraiment, il ne faut pas vous gêner pour juste les formuler et les présenter. Donc, voilà. OK, c'est bon? Le réseautage, D'accord. très important, les réseaux d'associations de jeunesse. Oui, j'en ai déjà parlé. Je saute. J'ai fini. C'est fini. J'ai fini. Voilà. Merci Hein? beaucoup. Heureusement que vous m'avez pour rattraper le temps, en tout cas. Non, non.